Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin de nouvelles hebdomadaire Infothémis du 3 octobre 2023. Ici Lorraine McLean, votre lectrice pour aujourd'hui. Alors, cette semaine à Infothémis, nous avons la taxation de la dégradation du paysage à Notre-Dame-du-Nord, un nouveau maire est élu à Lorrainville, l'heure est au regroupement des services de sécurité incendie au Témiscamingue, la Tulipe Gaboury améliore son offre touristique axée sur la nature et l'aventure, un robot pour aider le personnel de l'hôpital de Ville-Marie, réaction à la fermeture de la résidence Belle Humeur et plusieurs autres nouvelles. Et surtout, n'oubliez pas d'être des nôtres à 18 h chaque mercredi soir pour notre télé-bingo hebdomadaire. Prenez note que le Conseil municipal de Notre-Dame-du-Nord a adopté un règlement de taxation des nuisances visibles du chemin municipal, MTQ ou privé. En octobre 2023, la municipalité prévoit réaliser un inventaire des nuisances visibles jusqu'à une distance de 100 mètres à partir d'un chemin municipal, MTQ et privé et à partir du lac Témiscamingue. Les items suivants seront inventoriés. Les propriétaires des terrains sur lesquels des nuisances visuelles ont été identifiées, pneus qui ne sont pas intégrés à l'aménagement paysager, ferraille, vieux véhicules, vieux meubles, vieux électroménagers, blocs de béton, matériaux de construction en désordre et tout autre encombrant, recevront une lettre leur demandant de nettoyer leur terrain ou de cacher les nuisances par un bâtiment, une haie, une clôture opaque, une housse ou un autre écran, et ce avant le 31 décembre 2023. Les propriétaires des terrains sur lesquels des nuisances sont toujours visibles se verront imposer une taxe spéciale de 1 000 $ sur le compte de taxe 2024. Ce montant pourra être révisé chaque année par le conseil municipal tant que les nuisances seront visibles. Seront exemptés de cette taxe les garages et autres commerces si la nuisance visuelle est reliée à leur domaine d'activité, par exemple un garage qui entrepose des véhicules accidentés à l'extérieur, les fermes et les serres si la nuisance visuelle est reliée à leur domaine d'activité, par exemple vieux équipements agricoles. Cependant, une vieille sécheuse qui traîne en façade serait considérée comme taxable. La qualité de vie et le développement du tourisme sont importants pour la municipalité. Tous les citoyens sont invités à embellir leur propriété pour donner une belle image de leur voisinage et de la municipalité. La taxe spéciale proposée est un incitatif pour nettoyer les terrains sur lesquels sont visibles des nuisances. Ce n'est pas une façon de régulariser la présence de ces nuisances. La municipalité garde son droit d'imposer des amendes en vertu de ces règlements de nuisances et de zonage. Le règlement est disponible pour consultation au bureau municipal de Notre-Dame-du-Nord. Dimanche dernier, s'est tenue l'élection pour élire un nouveau maire à la municipalité de Lorrainville. Voici donc les résultats du recensement des votes de l'élection. En troisième position, M. Régent G. Paquin avec 47 votes. En deuxième position, M. Gilles Lepage avec un total de 71 votes. Et en première position, M. Jean Martineau avec 241 votes. TV Témis désire profiter de l'occasion pour féliciter le nouveau maire Jean Martineau et lui souhaiter la meilleure des chances avec son nouveau mandat à la municipalité de Lorrainville. Le 30 septembre dernier, la municipalité de la Tulipe et Gaboury bonifie le tourisme de nature et d'aventure avec l'inauguration de la phase 2 du projet Pointe-aux-Roches. Le site est situé au nord de la municipalité et aux abords du lac des Caisses. Il compte des sentiers de randonnée pédestre de plusieurs kilomètres et où il est aussi possible de pratiquer du vélo de montagne. Vincent Gingras, le maire, affirme que le parc a été amélioré de façon extraordinaire avec les plus beaux sentiers municipaux en Abitibi-Témiscamingue. Il ajoute que l'endroit est doté de 3 emplacements de camping sauvages. Les usagers pourront aussi profiter d'un quai et de 3 plateformes d'observation sur des belvédères naturels. Le stationnement a également été agrandi en même temps que l'amélioration du chemin menant sur le territoire de la municipalité de Moffett.
Le maire ajoute fièrement que c'est un attrait touristique central pour la tulipe. Les gens viennent d'un peu partout malgré le peu de publicité qui circule. C'est certain qu'à ce niveau, on a encore beaucoup de travail à faire. Plus les années passent, plus il y a de l'achalandage, plus il y a des gens qui viennent et qui laissent des commentaires positifs à chaque fois. Ce qui motive la municipalité à améliorer davantage le site. La municipalité de La Tulipe-et-Gabourey souhaite d'ailleurs devenir un pôle du tourisme de nature et d'aventure pour l'est du Témiscamingue. M. Gingras insiste que la municipalité espère vraiment aller chercher des gens qui aiment faire du tourisme d'aventure et attirer les plaisanciers à accoster au quai, profiter des sentiers pour ensuite retourner dans leur embarcation. N'hésitez pas à venir découvrir ce bel attrait touristique. Le 30 septembre dernier était une journée importante pour les membres des Premières Nations de partout au Québec. Michael Robertson, directeur général de la Commission et développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador, affirme que la réconciliation économique, c'est la base d'un rapprochement entre Autochtones et Allochtones. À l'aube de la journée de vérité et de réconciliation, Steve Mathias, Anishinaabe de Wenowee et propriétaire de Makwa Machinery, une compagnie forestière, critique l'attitude du ministère des Ressources naturelles et de la Faune face à son entreprise. Ce dernier estime que le ministère prive sa compagnie de contrat à la suite d'une prise de position de son conseil de bande, une situation qu'il déplore. De son côté, David Bradley, le copropriétaire de l'entreprise minière forage RJLL de Rouyn-Noranda, explique qu'il a développé des partenariats avec des communautés autochtones pour avoir un impact positif sur leur territoire. Le cabinet de la ministre des Ressources naturelles et de la Faune, Maïté Blanchette-Vézina, a répondu prendre très au sérieux les accusations de Steve Mathias et qu'en début de semaine, des explications seront fournies. Le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, M. Daniel Bernard, est fier d'annoncer que le 22 septembre dernier, il a décerné la médaille du député au Dr André Valiquette pour souligner ses 39 ans d'implication professionnelle et personnelle à Témiscamingue. La cérémonie a eu lieu devant une quinzaine d'amis et de membres de la famille de M. Valiquette. Cette remise de médaille résulte de la demande de la ville de Témiscamingue qui souhaitait honorer M. Valiquette à la suite de sa retraite à titre de dentiste le 30 mars dernier, après 39 ans de pratique. À cette occasion, le maire de la ville de Témiscamingue, M. Pierre Gingras, et le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, M. Daniel Bernard, ont pris la parole pour souligner le parcours de M. Valiquette. Depuis son arrivée à Témiscamingue en 1984, André Valiquette a marqué sa communauté d'accueil par ses nombreuses implications, que ce soit au sein du Club Richelieu, du monde du sport, notamment l'organisation de 2 finales régionales centralisées des Jeux du Québec et la présidence du comité organisateur de la Petite Séduction. Enfin, M. Valiquette est devenu conseiller municipal de l'élection municipale de novembre 2021. La médaille de la députée ou du député, remise par les parlementaires de l'Assemblée nationale, vise à reconnaître le mérite de personnes ou d'organismes provenant de leur circonscription électorale et ayant mené une action exemplaire utile pour le bien de la communauté de la dite circonscription dans le domaine culturel, sportif, social ou entrepreneurial. Toutes nos félicitations au Dr Valiquette, cette récompense est hautement méritée. Temsuc s'agrandit. Hugo Lévesque et sa conjointe Valérie ont fait l'acquisition de l'érablière voisine, soit celle de Lionel Lapierre. Une transaction importante pour le couple puisque l'érablière de M. Lapierre représente en superficie l'équivalent de 150 terrains de football, ce qui va permettre d'augmenter la production. En plus de l'érablière et de l'éventail de produits transformés à Duhamel-Ouest, Temsuc met la main sur une cabane à sucre située à Laniel, ce qui vient boucler la boucle selon Valérie Paquin. Temsuc voit grand pour sa cabane à sucre. Hugo Lévesque veut bâtir un musée de l'acériculture témiscamienne. Pour Claire Bolduc, la préfète, Temsuc est un exemple à suivre. Avec 20 000 en taille, l'entreprise va pouvoir augmenter de façon significative sa production de sirop d'érable. La semaine dernière, les aînés de la résidence de Belle Humeur de Lorrainville apprenaient une mauvaise et préoccupante nouvelle.
Leur demeure allait fermer ses portes. En mars dernier, la propriétaire des lieux, Myriane Gagné, lançait un appel à la générosité de la population, soit une campagne de sociofinancement sur la plateforme GoFundMe, afin de maintenir ses services pour ses 14 locataires. La résidence privée rencontrait des difficultés financières et nécessitait également d'importants travaux de rénovation au niveau de la toiture, des fenêtres et du monte-escalier. Ces travaux devaient être réalisés le plus tôt possible pour éviter d'avoir à mettre la clé dans la porte. Sur un objectif de 70 000 seulement un montant de 5 829 a été récolté. C'est une somme assurément insuffisante. Pour Aline Beauregard, mairesse par intérim à la municipalité de Lorrainville, il s'agit là d'une bien triste nouvelle, surtout pour les résidents qui devront être relocalisés en pleine crise du logement. Elle parle également de la perte d'un service important pour la municipalité. En effet, une résidence pour personnes âgées joue un rôle crucial quant à la rétention de la population au sein des petites communautés. Au printemps dernier, la propriétaire avait approché le conseil municipal de Lorrainville pour obtenir une aide financière. Malheureusement, une municipalité ne peut subventionner une entreprise privée. Mais la municipalité se disait être prête à l'accompagner dans ses démarches si elle décidait d'en faire un organisme à but non lucratif ou une coop. La municipalité a suggéré à Mme Gagné d'aller rencontrer la SDT pour lui fournir le soutien nécessaire. Depuis, les élus municipaux étaient sans nouvelles en ce qui a trait à ce dossier, et ce, jusqu'à la semaine dernière, où ils ont appris cette fermeture par des proches des résidents. La préfète, Mme Claire Bolduc, se dit extrêmement préoccupée par la situation, étant donné le peu de résidences pour aînés en activité au Témiscamingue. Il y a quelques mois, le Comité citoyen pour la santé rencontrait la MRC pour sonner l'alarme quant au manque de planification à moyen et à long terme concernant les résidences pour personnes âgées. Mme Bolduc craint les conséquences possibles sur les aînés. Plusieurs questions se posent. Les aînés devront-ils être déplacés encore plus loin pour qu'ils aient accès aux services auxquels ils ont droit? Est-ce que les proches aidants se verront imposer des distances et des complexités pour accompagner les personnes en résidence? En plus des difficultés financières, la préfète parle aussi du roulement de ces lieux pour personnes âgées et des difficultés à assurer les résidences et leurs administrateurs, comme c'est le cas pour la résidence Élan de la Verlechère-Anglier. Mme Bolduc cite l'exemple de l'Ontario, qui a eu l'idée de mettre en place une mutuelle d'assurance pour les résidences de personnes âgées. Inévitablement, le gouvernement devra mieux accompagner et faire en sorte que les résidences actuelles ne soient pas en bris de services et ne soient pas dans des situations où ça oblige la fermeture. Il y a moyen de travailler actuellement pour améliorer les choses pour les personnes en place et pour les résidences en place. Certaines solutions ont été proposées, telles qu'un soutien financier plus concret, ainsi qu'un accompagnement plus assidu des ressources spécialisées. Mme Bolduc affirme qu'il est primordial de prendre collectivement conscience de l'importance du service offert par ces résidences-là et de l'impact que ça a dans nos communautés. À la suite de nombreuses rénovations effectuées à l'hôpital de Ville-Marie, on remarque que les lieux sont modernes et spacieux. Le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue indique qu'afin de mieux répondre aux nombreux déplacements apparus à la suite de l'agrandissement des installations de l'hôpital de Ville-Marie, le Centre multiservices de santé et de services sociaux de Ville-Marie se dote d'un robot pour alléger le personnel de certaines tâches. Le robot multifonctionnel accomplira quelques tâches simples telles que le transport de dossiers, d'échantillons et de prélèvements. Binou est le nom donné à ce robot qui a été conçu pour accomplir une tâche simple mais cruciale. Il se déplace du point A au point B de manière autonome, efficace et rapide. De plus, il peut assurer la distribution d'un étage à l'autre, permettant ainsi un gain de temps significatif pour les équipes. Désormais, les employés peuvent se concentrer sur leur mission première pendant que Binou prend en charge le transport sécurité des dossiers, échantillons et prélèvements. Le coût de cette machine distribuée par SPARC Technologies est estimé à 25 000 $. Soyez assurés que l'importance de la confidentialité des informations manipulées au quotidien est bien comprise.
C'est pourquoi Binou est équipé d'un système de sécurité de pointe garantissant la confidentialité totale des éléments transportés. Le robot est soumis à une période d'essai de 30 jours. Lors de cette période, les équipes travailleront en étroite collaboration avec le robot pour optimiser son utilisation et garantir qu'il soit pleinement opérationnel. Alors, ne soyez pas surpris, il peut vous arriver de rencontrer Binou dans les corridors de l'hôpital de Ville-Marie. Home Hardware Stores Limited félicite Ken Mathieu et Steve Lazurski, deux entrepreneurs connus de la région, pour l'acquisition de la quincaillerie Home Hardware de Ville-Marie. Les deux partenaires sont fiers d'annoncer une étape importante dans leur expansion. Actuellement propriétaire de Breton et Thibault Limité, le centre de rénovation Home Hardware de Rouyn-Noranda, une entreprise au riche patrimoine dans l'industrie de la rénovation et de la construction. Ils sont ravis d'officialiser l'acquisition de la quincaillerie Home Hardware de Ville-Marie, renforçant ainsi leur présence dans la région. Ken Mathieu, copropriétaire, exprime son enthousiasme en déclarant qu'ils sont honorés de perpétuer l'héritage de la quincaillerie Home Hardware de Ville-Marie. Leur objectif est de continuer à servir la communauté avec le même dévouement et la même passion, tout en introduisant de nouvelles innovations pour répondre aux besoins de nos clients. Steve Lazurski, copropriétaire, ajoute qu'ils sont impatients de travailler en étroite collaboration avec l'équipe existante de la quincaillerie pour offrir une expérience encore plus exceptionnelle à nos clients de Ville-Marie. Cette acquisition renforce leur vision de devenir le partenaire de choix pour tous ces projets. La quincaillerie Home Hardware avait été acquise par M. Richard Barbe en 1998. Propriétaire durant 25 ans, il a su mettre tous ses efforts et priorités au centre de l'entreprise et de sa clientèle afin de leur donner l'excellente image qu'elle projette aujourd'hui. M. Barbe continuera d'être impliqué dans l'entreprise avec les nouveaux propriétaires au bénéfice de tous et chacun. Le défi allaitement s'est tenu dimanche passé dans les 4 coins de l'Abitibi-Témiscamingue. Cet événement a permis de lancer la Semaine mondiale de l'allaitement maternel qui se tient du 1er au 7 octobre. Les groupes C'est Maman de tous les secteurs de l'Abitibi-Témiscamingue ont invité les mères à se rassembler pour allaiter leurs bébés de façon simultanée à Ville-Marie, Val-d'Or, Rouyn-Noranda et Clerval. Cette journée a aussi été l'occasion de promouvoir l'allaitement maternel et d'informer les mamans sur le soutien qu'elles peuvent obtenir. Lors de cette occasion, le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue, en collaboration avec les groupes C'est Maman, a profité de l'occasion pour lancer une capsule vidéo qui faisait la promotion de l'importance du soutien lors de l'allaitement. La présence d'une maman qui allaite son bambin sur place pendant que les autres mamans allaitent leur nouveau premier bébé crée un effet positif car elle constate que l'allaitement d'un bambin, c'est aussi normal que l'allaitement d'un bébé. La responsable explique qu'il y a beaucoup d'échanges qui se font pendant l'événement. Cet événement demeure un événement familial puisque les frères et sœurs et même les pères sont aussi invités à être présents. La ministre des Affaires municipales, Mme André Laforêt, ainsi que le ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, M. Mathieu Lacombe, annoncent une somme de 1 259 429 $ pour appuyer 10 initiatives de coopération intermunicipale dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Cette aide financière est octroyée dans le cadre du volet « Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale » provenant du Fonds Région et Ruralité. Ce dernier permet aux municipalités de regrouper des services et des ressources afin d'améliorer la qualité de l'offre aux citoyennes et aux citoyens, et ce, à moindre coût. André Laforêt, ministre des Affaires municipales, affirme que c'est en travaillant ensemble qu'on peut faire de grandes choses et c'est ce qui se reflète dans les projets de coopération intermunicipale. Ce volet du FRR est important puisqu'il permet aux municipalités et aux MRC d'unir leurs efforts pour acquérir ou utiliser un équipement, embaucher une ressource ou offrir des services à la population. Ainsi, elles mettent leur communauté au centre de leur action et c'est tout à leur honneur.
Mathieu Lacombe, ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue, affirme que de son côté, que c'est avec fierté qu'il salue ces partenariats pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Ils permettront non seulement d'assurer le maintien de la prestation de services, mais aussi de la maximiser. Que ce soit le regroupement d'un service incendie, le partage d'un équipement ou encore la réalisation d'une étude, chaque initiative compte et contribue à améliorer la qualité de vie au sein des collectivités et la vitalité de ces dernières, comme en témoignent ces projets. Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, félicite les municipalités et la MRC de Témiscamingue pour la réalisation de ces projets de coopération intermunicipale. Elle assure le maintien et la maximisation de la prestation de services à leur population. La coopération est un gage de succès. Des liens solides de confiance s'établiront entre les organisations et les intervenantes et intervenants au bénéfice de tout le Témiscamingue. La voie est tracée pour de futures ententes. Parmi les projets retenus, on compte une entente intermunicipale en comptabilité entre la MRC de Témiscamingue et la municipalité de la Verlochère-Anglier pour une aide financière au montant de 192 050 $. Un développement de services et d'expertise pour le volet entretien et réparation de réseau entre la municipalité de Béarn et les municipalités de La Tulipe-et-Gabourey, la Verlochère-Anglier, Lorrainville, Notre-Dame-du-Nord, Saint-Bruno-de-Gué, Saint-Eugène-de-Gué et Saint-Édouard-de-Fabre. Le tout pour une aide financière au montant de 147 881 $. Une étude d'opportunité de regroupement ou d'entente intermunicipale entre les services de sécurité incendie participants pour assurer la viabilité et la qualité des services entre la municipalité de Fugerville et les municipalités suivantes: Guérin, La Force, Moffett, Rimini, Saint-Eugène-de-Gué, la Verlochère-Anglier, La Tulipe-et-Gabourey et la ville de Belle-Terre pour un montant financier de 19 398 $. Entente relative au camp de jour entre la municipalité de Lorrainville et les municipalités suivantes: Béarn, Duhamel-Ouest, la Verlochère-Anglier, Saint-Bruno-de-Gué, Saint-Eugène-de-Gué ainsi que Saint-Édouard-de-Fabre pour une aide financière au montant de 196 276 $. Bonification d'une entente relative à la protection contre l'incendie et prévoyant la constitution d'une régie intermunicipale, soit la RÉSIT, avec l'ajout des municipalités suivantes: Guérin, Nédelec et Notre-Dame-du-Nord, le tout pour une aide financière au montant de 250 000 $. Le reste des fonds est réparti en 5 projets provenant de l'Abitibi. L'autrice originale de l'Abitibi-Témiscamingue et résidente de la ville d'Ottawa, Amy Lachapelle, a plus d'une quarantaine de romans pour la jeunesse aux éditions Zélé, ainsi que 3 romans grand public chez Libre Expression. La série Le Monde de Kélia et le roman Une fois de trop font partie de ses plus grands succès. Un deuxième tome pour la romance de Miss Magali, intitulé Incertaine, je resterai, fera son apparition le 11 octobre prochain. La rubrique de Megan Lee connaît un succès inespéré et de plus en plus de gens savent que c'est elle qui se cache derrière la romance de Miss Magali. Elle est nerveuse et se confond en mensonges afin de préserver l'anonymat. Pour ajouter à son quotidien riche en émoi, la jeune fille apprend que le journal de l'école est en péril et décide de tout faire pour le sauver. Bonne lecture à tous! Dès le 10 octobre, les centres de vaccination dans la région offriront des vaccins contre le sous-variant de la COVID-19 Eris, l'influenza, le pneumocoque. La Dr Omobola Sobanjo rappelle que les clientèles prioritaires seront vaccinées en premier lieu. Par la suite, le vaccin sera disponible pour l'ensemble de la population. Le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue confirme que les centres de vaccination deviendront des points de service permanents où la population pourra aller se faire vacciner et dépister à tout moment, tel que souhaité par le ministre de la Santé plus tôt cette année. Les gens qui désirent se faire vacciner peuvent déjà prendre leur rendez-vous sur la plateforme en ligne Clic Santé. La table régionale de concertation des personnes aînées de l'Abitibi-Témiscamingue a profité du 1er octobre pour rappeler la place de plus en plus importante qu'occupent les aînés dans la société.
Le 1er octobre coïncide en effet avec la Journée internationale des aînés, dont le thème de cette année est « Bien vieillir, un heureux défi ». Ghislain Bergeron, président de la TRAAT, souligne que cette journée est l'occasion idéale pour sensibiliser la population à la réalité et aux besoins des personnes âgées. Il rappelle qu'il faut effectivement sensibiliser la population que c'est tout le monde qui va vieillir un jour. Il indique que la population des personnes âgées va en grandissant et que parfois les services ne sont pas tous adaptés aux besoins de cette génération de la société, notamment en région éloignée. En région, c'est quand même difficile, surtout dans les milieux ruraux. Les personnes qui ont vécu sur une ferme, au fond d'un rang, n'ont pas nécessairement de facilité pour le transport, surtout quand elles sont âgées de plus de 80 ans. Parfois, leurs enfants ne sont pas disponibles et n'ont pas nécessairement d'amis pour les accompagner. Ça devient tout un défi pour les aînés de pouvoir se transporter, se rendre à des rendez-vous de santé ou chercher différentes choses pour des besoins personnels. M. Bergeron ajoute qu'on centralise tous les centres d'hébergement et de soins de longue durée dans les villes, donc on ne peut pas nécessairement rester dans son village, sa ferme ou encore dans sa résidence. Il devient difficile d'avoir accès à des services. Ghislain Bergeron parle de l'importance d'améliorer les conditions de vie des aînés pour bien vieillir, notamment l'accès aux services de santé, un revenu décent, un hébergement adéquat et des places en CHSLD. Selon l'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue, les personnes âgées de 65 ans et plus vont composer plus du quart de la population de l'Abitibi-Témiscamingue en 2028. Les projections démographiques de l'Institut de la statistique du Québec indiquent que la population des aînés dans la province, qui était de 20 % en 2021, devrait atteindre 26 % en 2041. La livraison des maisons des aînés de Rouyn-Noranda et de Val-d'Or accuse un colossal retard, comme plusieurs autres au Québec. Initialement, elle devait être livrée au printemps dernier, en 2023. C'est pratiquement 1 an et demi de retard, une situation que déplore Linda Caron, députée libérale de Lapinière. Elle affirme que, pire encore, 17 maisons sont construites, mais fermées faute de personnel. Qui souffre pendant ce temps-là? Les aînés, qui sont de plus en plus nombreux à attendre de plus en plus longtemps. Les 2 projets de 48 unités ont été lancés en 2021. On ignore pour l'instant si les budgets seront respectés et une date plus précise pour l'entrée des résidents. La pénurie de professionnels de l'éducation dans les écoles et les centres de l'Abitibi-Témiscamingue se répercute sur les services aux élèves alors qu'il est devenu difficile de faire de la prévention et que le personnel ne peut intervenir qu'auprès des cas les plus urgents. Jacques Landry, le président de la Fédération des professionnels et professionnelles de l'éducation du Québec, a dévoilé ce matin en conférence de presse un portrait préoccupant de l'état des conditions de travail et de pratique des professionnels et professionnelles de l'éducation dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Le sondage révèle qu'une proportion inquiétante de 68 % des professionnels de l'éducation de la région affirme que les élèves ne reçoivent pas les services professionnels auxquels la loi sur l'instruction publique leur donne droit. C'est alarmant. Parmi ceux-ci, 73 % estiment que les professionnels ne sont pas en nombre suffisant pour répondre aux besoins des élèves. 63 % pensent qu'ils ne peuvent pas agir suffisamment en prévention. Et 59 % évaluent que les défis post-pandémiques, comme la recrudescence des enseignantes et des enseignants non qualifiés et les défis inhérents à l'informatisation, ont augmenté leurs tâches. Plusieurs postes professionnels sont vacants dans la région en ce moment, notamment en orthopédagogie, en orientation et en conseillance pédagogique. La difficulté des centres de services scolaires à attirer et à retenir des professionnels s'explique principalement par les conditions de travail qui sont peu attrayantes en éducation. La pénurie risque de s'empirer si le Conseil du Trésor ne se décide pas à agir dans la négociation en cours. L'enquête démontre en effet que près de 31 % des personnes qui ont répondu au sondage songent à quitter leur emploi pour une autre raison que la retraite. Parmi elles, 45 % aimeraient obtenir davantage de reconnaissance,
41 % voudraient relever ailleurs des défis qui correspondent à leur aspiration, alors que plus du quart sont à la recherche d'un meilleur salaire. Près de la moitié, sont 40 % du personnel professionnel de la région déclarent être en surcharge de travail, principalement en raison d'un trop grand nombre de mandats à accomplir, du manque de ressources professionnelles, 71 %, et d'une hausse du nombre d'élèves et d'enseignants à soutenir, 62 %. M. Landry mentionne que la situation est semblable partout au Québec. Il affirme également que notre sondage, qui a reçu plus de 4000 réponses, indique que 41 % des professionnels songent à quitter leur emploi. Les raisons invoquées sont par ordre d'importance: les salaires trop bas, 50 %, la lourdeur de la tâche, 47 % et le manque de reconnaissance, 45 %. Les professionnels de l'éducation ne baissent pas les bras et fondent beaucoup d'espoir dans la négociation en cours pour le renouvellement de leur convention collective. Près de 70 % d'entre eux pensent qu'instaurer des seuils obligatoires de services professionnels diversifiés et complets dans chaque école et centre permettrait au personnel de travailler davantage en prévention et d'arriver à répondre aux besoins des élèves. Une proportion semblable estime que le fait de rehausser les salaires, d'améliorer les conditions de travail et la flexibilité des horaires et de consentir davantage de congés pour faciliter la conciliation travail-famille-vie personnelle permettrait d'attirer et de retenir davantage de personnel auprès des élèves. Le président de la Fédération des professionnels et professionnelles de l'éducation du Québec, M. Landry, invoque qu'actuellement les discussions aux tables de négociation stagnent. Le gouvernement ne propose rien de concret pour améliorer la situation actuelle qui ne cesse de se détériorer. Nous espérons qu'il profitera de la rentrée scolaire pour nous envoyer le message que les besoins des élèves du Québec font partie de ses priorités. Alors que l'attention est portée sur la COVID-19, une augmentation d'autres maladies respiratoires comme la grippe et le VRS est imminente. Les gouvernements provinciaux et fédéraux ont élargi leur surveillance pour inclure une vaste gamme d'infections respiratoires, mais les retards dans les rapports ou l'absence d'accès public à ces données préoccupent les défenseurs, les aînés et leurs familles. Laura Tamblyn-Watts, PDG de CanAge, déclare que les tableaux de bord peuvent être très utiles. En tant que système de santé financé par les fonds publics, nous devrions avoir accès à cette information sur les éclosions ainsi qu'à la nature des infections, ce qui est important tant pour les résidents que pour les visiteurs. Mais ils ne servent à rien s'ils ne reflètent pas des informations à jour ou s'ils ne sont pas disponibles pour le grand public. Elle ajoute également que nous savons tous qu'année après année, ces infections augmentent rapidement. Les notifications actuelles d'épidémie et les demandes de masques dans les maisons de soins à long terme et les établissements collectifs sont actuellement envoyées par courrier électronique aux familles des résidents, mais cela n'est pas reflété sur ces tableaux de bord. Le récent bulletin de notes sur les vaccins du CanAge ajoute une autre couche d'urgence, avec une note moyenne de F. Il est évident que nos programmes de vaccination ne protègent pas adéquatement les Canadiens. Ce sont des protections de base pour les populations les plus vulnérables du pays. Le Canada ne peut pas se permettre d'être réactif, sinon la nation paiera de nouveau avec des vies perdues. Pourtant, malgré de substantielles injections de fonds dans les budgets de santé de chaque juridiction, il n'est pas clair que des dollars soient dépensés en santé publique, même pour ceux en soins à long terme et en établissements collectifs. Aucune juridiction ne finance tous les vaccins recommandés par le CCNI pour les aînés, ce qui est franchement inexcusable compte tenu des leçons tirées de la COVID-19. Cela ne fonctionne que si tout le monde fait sa part. Les gouvernements doivent financer les vaccins les plus efficaces pour donner aux gens une base solide de santé et les garder hors de l'hôpital. Pour tous les autres, fixez un rappel, contactez votre pharmacie ou votre fournisseur de soins de santé et prenez rendez-vous pour vous faire vacciner. Point clé du bulletin de notes sur les vaccins, le Canada a obtenu une note moyenne de F.
Pas une seule province ou territoire n'a adopté les vaccins les plus récents contre la pneumonie recommandés par le CCNI, malgré des directives claires indiquant que les vaccins précédents sont insuffisants comme protection autonome. La confusion règne dans l'espace du vaccin contre la grippe avec plusieurs options qui ne tiennent pas compte de l'immunité décroissante chez les aînés. Certaines juridictions manquent de directives claires sur les programmes de vaccination de longue date pour le diphtérie, le tétanos et la coqueluche, malgré les éclosions récentes de coqueluche. Selon 4 des 13 juridictions, financent les vaccins contre le zona pour les adultes plus âgés. Un nouveau sondage suggère que la plupart des Canadiens estiment que les informations devraient être gratuites et accessibles à tous, tout en étant convaincus que les médias trouveront d'autres moyens de gagner de l'argent. La firme Léger a mené un sondage national en ligne auprès de 1564 personnes au cours de la fin de semaine pour recueillir leur opinion sur la loi sur les nouvelles en ligne du gouvernement libéral. La loi, qui entrera en vigueur plus tard cette année, obligera les géants du Web tels que Google à indemniser les médias pour le contenu partagé ou autrement réutilisé sur leur plateforme. Environ 3 répondants sur 4 ont déclaré qu'ils connaissaient la loi sur les nouvelles en ligne, anciennement connue sous le nom du projet de la loi C-18, et 34 % des personnes interrogées ont déclaré que la loi était d'une bonne chose pour aider les médias qui sont en concurrence avec les géants de la technologie pour les recettes publicitaires. En réponse au projet de la loi, Meta a supprimé les informations canadiennes de ses plateformes Facebook et Instagram, ce qui a irrité les répondants du sondage. Dans l'ensemble, 50 % des personnes sondées ont affirmé que l'entreprise devrait rétablir l'accès aux informations et seulement 12 % ont convenu que Meta devrait être autorisé à protester contre la législation. Christian Bourque, vice-président exécutif de Léger, déclare que c'est assez intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup d'opposition au projet de loi lui-même. Il précise également qu'il y a une opposition au fait qu'ils n'obtiennent pas leurs nouvelles quand ils veulent, où ils veulent. Le sondage suggère que 2 Canadiens sur 3 pensent que l'information devrait être gratuite et accessible à tous et que les médias en difficulté ont d'autres moyens de gagner de l'argent. Ce sentiment était le plus élevé chez les 18 à 34 ans, un groupe qui s'informe presque uniquement sur les réseaux sociaux. M. Bourque a déclaré qu'il y avait un sentiment de « c'est là, ça existe, je devrais avoir le droit d'y avoir accès ». Selon lui, il s'agit d'un sous-produit d'Internet et de l'idée selon laquelle il devrait donner aux gens un accès universel à tout ce qu'ils veulent. Il souligne que les réseaux sociaux offraient pratiquement tout gratuitement. Il pense que la plupart des Canadiens s'attendent à ce que ça soit ainsi, qu'ils obtiennent des informations. Le sondage suggère que 43 % des Canadiens soutiennent le projet de loi, tandis que 31 % y sont opposés et 26 % n'en savent pas suffisamment sur la situation pour émettre une opinion. Les sociétés de presse comptent depuis longtemps sur les abonnés, les téléspectateurs et les annonceurs pour générer des revenus, mais ces dernières années, elles ont vu chacune de ces sources de revenus diminuer. Le projet de recherche sur la concentration des médias canadiens, le Canadian Media Concentration Research Project, a révélé que Google et Facebook représentaient collectivement 79 % des revenus publicitaires en ligne, estimés à 12,3 milliards de dollars en 2021, et plus de la moitié des dépenses publicitaires totales dans tous les médias. Média d'Info Canada a déclaré que les revenus publicitaires des journaux communautaires du pays ont chuté à 411 millions de dollars en 2020 contre 1,21 milliard de dollars en 2011. Au cours de cette période, près de 300 journaux ont disparu ou ont fusionné avec d'autres publications. M. Bourque a indiqué que les répondants croient que les médias trouveront d'autres moyens de gagner de l'argent. Mais il se questionne sur la manière de faire. Les résultats du sondage montrent que près de la moitié des Canadiens, soit 47 %, ont remarqué un changement après que Meta a bloqué les informations, avec des chiffres plus élevés s'élevant à 54 % parmi les Québécois et 59 % parmi ceux qui obtiennent leurs nouvelles principalement via les médias sociaux.
Les personnes interrogées se tournent vers d'autres sources d'informations. 22 des répondants disent se tourner vers la télévision et la radio. 20 affirment qu'elles se tourneront vers des sites web et applications mobiles gratuites de médias traditionnels et 13 choisissent d'autres sites de médias sociaux comme Reddit et X, anciennement connus sous le nom de Twitter. Seuls 6 se disent prêts à payer un abonnement pour accéder directement aux informations. Les membres de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux à l'emploi du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue viennent de se doter d'un mandat de grève. Ces syndiqués se sont prononcés dans une proportion d'un peu plus de 89 % en faveur d'un mandat de grève pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée. Pour le moment, au niveau des négociations, il n'y a rien qui bouge. Le gouvernement reste sur ses offres de 9 % sur 5 ans, alors qu'en raison de toute l'inflation actuelle, nos membres sont en train de s'appauvrir avec cette offre-là. Chaque année, plusieurs propriétaires de camps et de chalets des secteurs isolés de l'Abitibi-Témiscamingue sont victimes d'introduction par infraction et de vol. Encore cette année, nous comptons déjà plusieurs plaintes qui nous ont été rapportées. L'année dernière, à la suite d'une enquête, les policiers du poste principal de la MRC de Témiscamingue avaient procédé à l'arrestation d'un homme en lien avec plusieurs dossiers de cette nature. La collaboration des citoyens est essentielle au travail des policiers. Si vous êtes victime ou témoin, n'hésitez surtout pas à communiquer avec votre service de police local. Si vous apercevez une personne suspecte dans votre secteur, notez une brève description de celle-ci. Le sexe, l'âge approximatif, la couleur de l'habillement et les signes particuliers tels que les tatouages, cicatrices, vêtements ou bijoux particuliers. Pour les véhicules suspects, relevez en premier lieu le numéro de la plaque d'immatriculation ainsi que la couleur et la marque. Votre témoignage peut même être fourni de façon anonyme. La Sûreté du Québec souhaite rappeler aux propriétaires que l'adoption d'habitudes sécuritaires peut prévenir les vols ou le vandalisme envers leur propriété pendant leur absence. Lorsque vous quittez votre propriété, évitez d'y laisser des objets de valeur et assurez-vous que les rideaux soient fermés pour que l'intérieur ne soit pas visible. Évitez également de laisser à l'extérieur de votre chalet des outils ou des objets qui pourraient servir à briser les fenêtres ou à forcer les serrures. L'installation de caméras de surveillance peut grandement aider le travail des policiers afin de récupérer des éléments de preuve pouvant mener à des arrestations lorsqu'un crime a été commis. Un programme nommé Opération Œil de Lynx a été mis sur pied pour sensibiliser les citoyens aux mesures de sécurité et s'adresse surtout aux propriétaires et aux locataires de chalets situés en territoire non organisé ou en milieu isolé, où la surveillance et le bon voisinage sont difficilement applicables. Pour plus d'informations sur ce programme, visitez le site de la Sûreté du Québec. Rappelons que toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peuvent être communiquées à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. Alors voilà, c'est ainsi que se termine notre bulletin de nouvelles pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. À la suite d'Infotémis, je vous invite à regarder notre récapitulatif de l'événement 2023 du Rodéo du Camion de Notre-Dame-du-Nord. Ici Lauren McLean qui vous remercie d'avoir été là. Je profite de l'occasion pour souhaiter la meilleure des chances aux chasseurs de la région. Bonne semaine à tous. On se revoit la semaine prochaine pour une autre émission d'Infotémis. Au revoir!